Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être fidèles. Nous sommes bien sur Radio Fréquence Atlantique, donc les zones 88.3, 93.6, 105.9. Et puis nous sommes en direct sur Facebook pour les premières parties de l'émission, discussion sur l'actualité, sur la déconstruction. Et puis après, nous avons une partie interactive qui n'est pas encore retransmise, à laquelle vous pouvez participer en téléphonant au 03 14 03. Alors aujourd'hui, nous allons faire le point sur les mouvements sociaux en Martinique et les réponses portées par le gouvernement colonial. Et puis, en deuxième partie, en ce qui concerne la déconstruction, nous allons faire le point sur le droit international, des tentatives de vraiment bouleverser définitivement les institutions internationales qui sont menées par les Occidentaux. Voilà donc pour le programme. Et pour commencer donc sur la situation sociale, nous savons que la situation est toujours très tendue au plan économique. Les difficultés s'aggravent. L'inflation n'a jamais été aussi importante. La hausse des prix qui affecte directement la population. Et puis, il y a les pressions politiques qui sont faites par le gouvernement colonial pour empêcher toutes les contestations. Alors, dans l'ordre, nous allons commencer par la lutte des personnels qui ont été suspendus pour persécuter, pour avoir refusé une injection expérimentale. Nous avons déjà longuement expliqué pourquoi cela est illégal, ne respecte pas le droit international, les droits fondamentaux de la personne humaine, contrôler son corps, accepter ou refuser des injections, mais qui sabote également le droit du travail, le code du travail qui n'est pas respecté. C'est vraiment un pas qui a été franchi en matière de fascisation au prétexte de la pandémie de Covid. Donc, mais en Martinique, il y a cette particularité que la résistance a été très puissante, puisque la majeure partie de la population a refusé de se faire injecter, et puis que les personnels concernés, les gens qui sont, comment dirais-je, qui sont indispensables au fonctionnement de la santé des services sociaux ont été sanctionnés injustement. Mais là, cette résistance a fait que nous arrivons à un moment où la propagande du gouvernement est essoufflée, les preuves, les témoignages des effets destructeurs de cette injection commencent à être connus, les manœuvres utilisées par le gouvernement pour imposer la vaccination sont dénoncées, et on rappelle que c'est la France qui est le pays le plus têtu pour ne pas revenir sur ces situations-là. Et puis surtout, la destruction totale des services de santé, des services publics. Les gens n'ont plus accès aux soins. L'accès était déjà difficile, mais c'est vraiment une catastrophe sanitaire que nous sommes en train de vivre. Et le gouvernement français ne pardonne pas au peuple martiniquais d'avoir pu résister alors que chez lui et ailleurs, ils étaient arrivés à imposer leur politique. Et malgré toutes les preuves qui s'accumulent sur le caractère injuste de ces attaques, il ne veut pas réintégrer les gens dans leur droit. Mais n'empêche qu'au niveau international, la France est obligée de suivre le mouvement et la haute autorité, l'autorité qui contrôle les politiques sanitaires, ont décidé, ces autorités-là ont décidé que, bon, il fallait suspendre, arrêter avec l'obligation vaccinale. Le gouvernement français, qui s'était engagé à suivre ces directives, est donc obligé de le faire. Alors, en Martinique, quel effet ça a pour notre lutte? D'abord, il faut comprendre que la propagande suggère qu'il n'y a plus de problème, qu'on va réintégrer
les personnels et puis ça pourra repartir comme avant. Mais derrière cette propagande pour rassurer les gens, il y a un mensonge fondamental. Le premier mensonge, c'est que même en réintégrant les gens, la destruction du service public de santé a atteint un tel niveau que les gens n'auront pas de réponse à ce problème-là et qu'on continuera à avoir des rendez-vous très éloignés pour des consultations indispensables. On continuera à payer des sommes absolument importantes pour aller se faire soigner quand on peut le faire. Et la question de la destruction du secteur sanitaire ne sera pas changée par cette simple décision. Mais le deuxième élément le plus important à dire, c'est que ceux qui se sont sacrifiés, qui ont lutté pour défendre leurs droits, ne vont pas gentiment dire, bon voilà, eh bien, je reprends mon poste, et puis on fait comme si de rien n'était, parce qu'il y a un préjudice fondamental qui a été subi par toutes ces personnes, des mois et des mois sans salaire, avec toutes les complications économiques de ne pas pouvoir payer son loyer, ses prêts bancaires, etc. Donc, il y a ces conséquences. Et puis, il y a aussi la carrière qui a été interrompue, puisqu'on sait que ces messieurs sont en train d'exiger de plus en plus d'annuités et de trimestres de cotisation pour avoir des retraites. Alors, les gens ne vont pas reprendre le travail comme si cela était évident, sans être indemnisés. Et donc, les personnels concernés, et notamment sous le village de la résistance à Dillon, il y a eu un beau comptage très suivi hier, où les gens expriment leur volonté de continuer la lutte pour que leurs droits soient respectés, mais qu'ils soient indemnisés pour les pertes. On ajoute sur ce point-là de la réintégration que le moment est venu pour que, à ces protestations, au procès qui doit être fait pour suspension abusive en fonction de lois qui n'existent pas, qui ne le permettent pas, il doit s'ajouter les plaintes de tous ceux qui ont perdu des parents, qui sont victimes des effets secondaires, puisqu'aujourd'hui, au niveau international, les preuves arrivent sur le tapis comme quoi les protocoles n'avaient pas été respectés et qu'il n'était pas normal, quand c'était une atteinte au droit, d'imposer ces vaccinations, entre guillemets, le mot vaccination. Donc ça, c'était pour faire le point sur la question de la réintégration annoncée. Rien n'est résolu. Deuxième élément, c'est sur la lutte concernant les retraites. Dimanche dernier, nous avons expliqué que, quelle que soit l'issue de la situation en France, cela ne règle systématiquement rien, absolument rien pour les retraités martiniquais, les revendications spécifiques. La situation particulière de la colonie n'a pas été prise en compte. Et d'ailleurs, les syndicats mènent des combats, relaient les luttes qui sont faites en France, mais font des blocages. Mais il n'y a aucune négociation nulle part, ni en Martinique, ni en France, qui pourrait voir une discussion sur le cas des régimes de retraite en Martinique. Donc, nous l'avons déjà expliqué que ça peut être légitime pour les syndicats de soutenir la lutte des travailleurs français. Il n'y a pas de problème sur cela, mais la question des retraites n'est pas encore posée et nous amène à poser la troisième logique de lutte qu'il y a, c'est celle contre l'empoisonnement criminel qui a été perpétré par le gouvernement français et les grands planteurs, les importateurs contre notre peuple martiniquais. Alors, il y a de plus en plus de gens qui sont conscients qu'il faut aller plus loin dans la lutte. Et c'est ça qui avait conduit certains militants à occuper une place symbolique, donc en face du palais de justice, ancien palais de justice, mais en face du nouveau palais, pour dénoncer le non-lieu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'après une période où la municipalité avait accepté que les militants restent là, la municipalité a pris un arrêté pour interdire au public
l'accès aux lieux en disant qu'il y avait des nuisances, qu'il y avait des problèmes de sécurité, des problèmes sanitaires, etc. Alors, des tentatives de concertation ont échoué et l'État français a profité pour relancer la lutte contre les militants antichlordécone. Parce qu'ils sont venus le mardi matin faire appliquer l'arrêté municipal, mais ils en ont profité pour arrêter des militants, les passer en procès, mais sous des prétextes fallacieux. Et d'ailleurs, après les procédures, ils ont été obligés de prononcer la relaxe, sauf contre un des militants qui tiennent particulièrement persécutés, qu'ils ont condamné à payer des indemnités de 1 000 €, le chiffre m'échappe précisément. Pardon? 100 jours, amende de 10 €, ça fait 1 000 €, c'est effectivement ça. Et donc, le gouvernement français profite pour réattaquer les militants et mener sa propagande contre l'ensemble de ceux qui luttent contre l'impunité des empoisonneurs. À côté de ça, des représentants de la caste montent au créneau pour tromper la population et faire croire que le problème est en passe à être réglé, il n'est pas aussi grave qu'on croit. Notamment, on a vu un propriétaire béquet venir dire « J'ai mis du chlordécone, je n'ai pas de cancer ». Évidemment, tout le monde sait que c'est un mensonge éhonté, cynique, parce que ce monsieur n'a jamais tenu avec ses mains le produit qu'il est obligé à ses ouvriers à mettre pour aller le mettre au pied de la banane. Et ce monsieur-là n'a certainement pas mangé des produits contaminés puisqu'ils ont leur propre circuit. C'est un mépris. Mais pendant ce même moment-là, nous avons appris que le conseiller du ministre des colonies qui a été congédié est monté au créneau pour dire que c'est eux qui ont demandé nos têtes et nous allons les poursuivre individuellement. Alors là, non, c'est pas moi, c'est Léon, etc. Mais pour montrer qu'il y a une tentative d'étouffer le scandale, mais que l'État français n'arrive pas à contenir. Donc, globalement, on constate que la situation est en train de se dégrader, que les gens sont de plus en plus conscients de la nécessité de lutter, et nous avons là à surmonter 2 obstacles pour que notre lutte soit victorieuse, et elle le sera si ces 2 obstacles-là sont surmontés, l'obstacle de la division. Ça veut dire que l'État français attise les divisions entre toutes les fractions du peuple martiniquais de façon à pouvoir continuer à surfer sur la vague. Il nous faut favoriser la concertation. Il y a des erreurs qui sont commises. Il faut en avoir conscience pour montrer que sans un front uni des Martiniquais contre l'empoisonnement, puisque tout le monde reconnaît, le maire même qui a pris son arrêté, et systématiquement disait « je soutiens cette cause-là, il faut punir les criminels, on ne peut pas accepter ». Donc il faut faire en sorte que la concertation reprenne le devant de la scène pour consolider nos forces et de façon unitaire dans ce combat-là. Donc c'est la première chose, la question de l'unité. Et puis la deuxième chose, c'est que nous avons en face de nous un pouvoir colonial, une caste hyper organisée qui dispose d'institutions, de moyens médiatiques pour faire passer leur point de vue, pour monter les uns contre les autres. Et que si en face, nos luttes sont dispersées, disparates, qu'elles ne participent pas d'une réflexion globale, d'une stratégie globale, l'armée ennemie va gagner le combat. Il nous faut arriver à admettre que, d'abord, les différentes formes de lutte, nous devons toutes les accepter. Elles sont complémentaires. Radicales ou pas, nous n'avons pas de problème de « je suis d'accord avec le fond, pas la forme à poser ». Nous avons à dire que les gens luttent d'après leur niveau de conscience, d'après leur formation, d'après les difficultés qu'ils ont, d'après leurs insuffisances aussi, et tout cela participe du mouvement. On ne peut pas
imposer à tout le monde d'avoir la même stratégie. Par contre, tous ceux qui voient la nécessité d'avoir cette stratégie globale contre l'ennemi doivent, on a parlé de concertation, essayer de faire converger, faire en sorte qu'au moins qu'elles ne s'opposent pas entre elles, mais faire converger et tenter de définir une stratégie globale. Comment il faut harceler le gouvernement et les empoisonneurs locaux sur le plan judiciaire, même si on le fait sans illusion, mais il faut mener une guérilla judiciaire contre eux et que les différentes approches doivent être acceptées avec leurs particularités. On ne peut pas prétendre que j'ai la formule juridique et puis tous les autres doivent venir. Donc, il faut harceler juridiquement sur tous les aspects possibles. Deuxièmement, internationaliser la lutte, faire les peuples du monde, les autres gouvernements connaître cette réalité-là, leur donner des éléments pour qu'ils puissent faire pression au niveau international. Et puis, troisièmement, ce qui est déterminant, c'est la mobilisation populaire qui doit, pas forcément uniquement par des manifestations, mais par des conférences débats, par la projection du film Décolonisons l'écologie, par tout ce qu'il peut, par les réflexions pour, sur le plan législatif, imposer les réparations et la condamnation des criminels. Il faut qu'il y ait ce mouvement de fond-là, aspect juridique, aspect mobilisation, qui alimente la revendication qui obligatoirement ne peut être portée que par les représentants élus qui sont au Parlement et qui doivent avoir le soutien d'autres forces politiques. Donc, il faut mener ce travail-là pour que la loi impose aux criminels la réparation du crime. Donc, c'est un travail qui est en train d'être fait que nous devons soutenir. Donc, globalement, la situation est très difficile, mais les conditions pour que le peuple aille de l'avant se réunissent parce qu'on est de plus en plus informé, de plus en plus conscient des enjeux, mais surtout que le gouvernement français est de plus en plus discrédité par ses propres turpitudes contre son peuple et par le fait qu'il soit rejeté par les néocolonies. Donc, c'est ce combat-là que nous devons mener. Nous pouvons faire une respiration musicale si la technique est prête avant de passer à la partie déconstruction. Alors, concernant la déconstruction, nous allons parler de la situation conflictuelle au niveau international et de tous les dangers que cette situation porte. Nous avons, dans une émission précédente, montré que ce qui se passe autour de l'Ukraine, c'est une préparation du conflit militaire majeur entre le camp occidental, les impérialistes occidentaux, et ses rivaux, la Russie, la Chine et tous ceux qui sont sur son passage, Corée, Iran, etc. Nous avons montré que les affrontements directs ont déjà commencé. Alors là, on ne parle que de l'Ukraine, mais l'Ukraine reçoit des armes de tout le camp occidental qui forment ses soldats, qui le financent massivement, qui la financent massivement. Hein. Le FMI a encore voté une ligne budgétaire importante pour de façon à donner à cette tête de pont des moyens d'attaquer suffisamment la Russie pour l'affaiblir. Ils ont tout fait au point de vue économique, blocus, sanctions, etc., etc. Mais
résultats sont très insuffisants parce que le gouvernement russe a su réorienter sa politique intérieure, mais surtout a trouvé les partenaires qui permettent à son économie de continuer. Par exemple, ce qui est vendu en Inde comme énergie, en Chine, etc. D'ailleurs, c'est comique, de façon assez comique, tous les médias ont fait tout le plat pour dire Poutine a reconnu qu'il y a des effets sur son économie. Ah, il rejoint les analyses des économies. Bon, ils se font plaisir. Mais s'ils disent ça, c'est parce qu'ils sont bien conscients que ça ne marche pas, que les gens ne croient pas que les sanctions affectent suffisamment la Russie pour leur assurer victoire. Donc, on avait déjà parlé de cet aspect-là où l'Ukraine tête de pont pour lancer. Il est clair, ils l'ont dit, les responsables occidentaux, que la Russie ne serait que le premier pas pour préparer l'affrontement contre l'ennemi principal qui est la Chine. Donc, on est dans cette affaire. Et on peut dire que si les Occidentaux ne vont pas plus loin, c'est parce que leur tentative n'a pas suffisamment de résultats en matière militaire, en matière de contrôle stratégique. Ils savent bien que les choses sont limitées et qu'il n'est pas encore pour eux possible d'affronter directement la Russie ou la Chine. Cet aspect-là, on l'avait déjà développé. Mais il y a un deuxième aspect qui est sous-jacent et dont on ne parle pas assez, c'est le fait que les Occidentaux, les impérialistes occidentaux, depuis une vingtaine d'années, depuis à peu près les attentats de World Trade Center même, avaient entamé une offensive pour déstructurer le droit international, pour que les institutions internationales qui géraient les relations entre les pays et qui avaient été héritées de la Deuxième Guerre mondiale, assurer une certaine stabilité, même s'il y avait des guerres qui se faisaient par procuration en Afrique. Donc, l'offensive consistait à casser les institutions internationales pour qu'il n'y ait plus de réglementation. Ça veut dire que les impérialistes dominants, depuis la chute de l'Union soviétique, faisaient en sorte que c'est eux qui contrôlaient cette institution, l'ONU, la Cour pénale internationale, pour qu'ils aient le droit de faire ce qu'ils voulaient, quand ils voulaient, comme ils voulaient, en privant de ces mêmes possibilités-là les concurrents russes, chinois, etc. Alors, cette offensive s'accompagnait de la fascisation de leur propre système partout. Ça veut dire que depuis ce qui avait été voté comme loi aux États-Unis après les attentats, les Patriot Act, tous les pays impérialistes ont commencé à saboter les droits individuels et collectifs de leur propre pays, renforcer le flicage, on peut dire ça, la surveillance individuelle, le contrôle des conversations, etc., systématiquement, et à réduire les droits des mouvements populaires à manifester. Par exemple, en France, avec la possibilité d'arrestation préventive d'écologistes qui annonçaient une manifestation contre un mauvais projet, etc. Donc, il y a destruction du droit international en même temps que fascisation. Et nous sommes là à une période où la destruction des institutions qui garantissaient une certaine stabilité va franchir un nouveau pas. Revenons légèrement en arrière pour dire que l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, avait la petite protection pour éviter une déflagration qui consistait à donner le droit de veto à 5 puissances. États-Unis, France, Angleterre, Russie. Alors, il y avait ce droit de veto qui faisait que la Chine s'opposait à des décisions que le Conseil de sécurité pouvait prendre. Premier point. Mais malgré tout, il contournait
le droit de veto en prenant des dispositions dans le cadre de l'ONU qui permettaient à ces Occidentaux-là d'imposer des sanctions économiques à n'importe quel pays, d'imposer des guerres, d'entrer en guerre. Alors, on a parlé de guerre préventive, on a parlé d'exigence de défendre le droit humanitaire en violation des réglementations de l'ONU. Donc, on institue une Cour pénale internationale au service des impérialistes occidentaux. Alors, ce qui est comique dans l'affaire, c'est que les États-Unis ne sont pas membres, ils n'ont pas signé. Mais ils ont voté une loi pour dire si la Cour pénale internationale arrête un États-Unis, nous avons le droit d'aller chercher et de le prendre dans quel que soit le pays du monde. Donc, Cour pénale internationale pour tous les autres sont pour eux. Et puis, ils soutiennent, eux qui ne sont pas dedans, le travail fait par cette soi-disant Cour pour attaquer tous ceux qui les gênent. Alors, par exemple, on ne va pas poursuivre Pinochet, qui est mort et grassement vivant, dans des conditions de vie grasse importantes. On ne va pas poursuivre Ariel Sharon, on ne va pas poursuivre les gouvernants de l'État Israël, mais on va aller prendre Laurent Gbagbo par la peau du cou, grâce à l'armée française, pour le mettre en prison. On va cibler tous ceux qui s'opposent à la politique impérialiste, qu'ils soient en Afrique ou ailleurs. Donc, instrumentalisation de la Cour pénale internationale. Évidemment, tout cela était illégal, scandaleux, méprisant le droit international. Mais là, maintenant, il y a un pas qui est en train d'être franchi parce qu'on essaie de chasser la Russie du groupe de sectes qui avait un droit de veto. Et qui demande ça, c'est un fascisant qui s'appelle Zelensky, et les États-Unis disent oui, c'est vrai, et puis un peu partout les Occidentaux disent mais oui, mais quelqu'un qui est poursuivi par la Cour pénale internationale, dont nous venons de parler, qui est en train de faire une agression, ne peut pas être membre du Conseil de sécurité avec droit de veto. Donc, quel autre pays que la Russie, on parle de la France, de l'Angleterre, de ceux qui sont dans le cas occidental, n'a pas été, ne dispose pas du droit de veto tout en faisant des guerres. L'Angleterre est allée bombarder. La France a bombardé, comment ça s'appelle, en Libye. Ils ont fait assassiner Kadhafi, etc. Mais tous font exactement ce que la Russie fait, pardon, puisqu'il y a défense des intérêts des impérialistes en question, quel que soit le bord, qui se donnent le droit de faire des agressions, etc., mais qui n'acceptent pas que les autres ne puissent le faire. Alors, le droit de veto permettait, jusqu'à aujourd'hui, qu'il y ait un certain équilibre imposé. Là, ils sont en train d'essayer de chasser la Russie, qui fait exactement ce qu'ils font, du Conseil de sécurité. Dans le Conseil de sécurité, il y a une présidence tournante, un mois après un mois. Ça ne veut pas dire que celui qui a la présidence, le pays qui a la présidence, dirige l'ONU, mais il organise le débat pendant un mois. Là, comme c'est la Russie qui doit venir, il y a une campagne qui est faite avec un porte-parole Zelensky pour dire mais vous vous rendez compte des gens qui sont poursuivis par le tribunal international, des gens qui envahissent l'Ukraine. On ne peut pas les laisser pendant un mois être président administratif du Conseil de sécurité. Tout ça prépare la remise en question de la participation des ennemis de l'Occident dans les instances internationales. On sait que, en ce qui concerne les institutions économiques, l'OMS, le forum de Davos et tout ça, les Occidentaux contrôlent les choses. Ils admettaient les rivaux dans la mesure
où ils pouvaient contrôler leur politique ou imposer un certain nombre de politiques. Mais une fois qu'ils voient, comme c'est eux qui dirigent, une fois qu'ils voient que ce n'est pas possible de contrôler encore, eh bien, ils vont demander à chasser la Chine, en fait, tout ce qui les gêne, justement pour qu'ils puissent prendre des sanctions contre ces pays-là. En clair, nous sommes en train de franchir une étape où le droit international est bafoué, mais où les impérialistes occidentaux essaient de s'emparer des institutions internationales pour pouvoir imposer leur loi. C'est quelque chose de nouveau. Par exemple, l'Assemblée générale des Nations unies, depuis la naissance de l'embargo aux États-Unis, vote à grande majorité, c'est 4 ou 5 abstentions actuellement, contre l'embargo à Cuba. Il n'y a aucune sanction contre les États-Unis, mais ils toléraient ça. Mais maintenant, il n'y aura même plus la possibilité que dans les instances internationales, les pays non membres du clan et des impérialistes occidentaux, qu'ils osent appeler communauté internationale, n'auront plus aucun droit au chapitre. Alors, il faut dire que les pays du tiers-monde luttaient déjà pour demander qu'on refonde l'ONU, qu'on supprime le droit de veto, qu'on mette une meilleure représentation de l'Afrique, par exemple, par rapport à son poids numérique et économique. Donc, les pays du Sud demandaient ça. Les États-Unis s'y opposaient. L'Occident s'y opposait. Mais maintenant, ils vont au-delà des revendications pour saboter carrément pour être les seuls pays. La leçon à tirer de cela, c'est qu'à l'heure actuelle, l'affrontement décisif a commencé entre les puissances impérialistes. Il va vers la guerre. Pour aller vers la guerre, on supprime le droit international. Mais il y a un autre affrontement dont on ne parle pas beaucoup dans les médias et qui est plus fondamental. C'est l'affrontement qui oppose tous les impérialistes, quels qu'ils soient, rivaux ou pas, au peuple du monde. Parce qu'à l'heure actuelle, sur toute la planète, les peuples sont en train de lutter contre le système ultralibéral, contre l'impérialisme, pour obtenir des réparations des crimes coloniaux. Les peuples du monde sont en train de lutter pour une juste répartition des richesses sociales, pour une remise en question des schémas pyramidaux, machistes, sexistes imposés par les impérialistes occidentaux. Les mouvements d'émancipation des femmes, les mouvements d'émancipation des Amérindiens, des peuples autochtones, des Afro-descendants, tout cela fait partie d'une dynamique humaine globale en lutte contre les impérialismes. Et c'est pour cela qu'on dit que même si, tactiquement, c'est une bonne chose que l'impérialisme français soit contesté en Afrique, pour les Africains, il ne s'agit pas de dire à l'impérialisme russe remplacer l'impérialisme européen. Il s'agit de dire j'utilise les contradictions des ennemis dans le seul but de prendre ma liberté de choix, de décider et de choisir une voie de développement alternative. C'est ce que les peuples africains ont compris et sont en train de faire. Et c'est ce que nous, peuples qui luttons pour la décolonisation, pour la libération nationale, devons comprendre aussi de façon à ce que nous nous mettions dans le camp des peuples, des travailleurs, des paysans, contre la domination impérialiste et les différentes formes qu'elle peut habiller. Donc, voilà ce point que je voulais faire pour nous dire attention à la propagande qui est en train d'être faite pour diaboliser la Russie et seulement la Russie, pour désigner un ennemi vers lequel on va se contourner, mais qui va permettre à l'impérialisme occidental de
sortir la tête de l'eau et de réorganiser sa domination. L'heure, c'est à la révolution des peuples pour une humanité nouvelle, pour un système économique, un système politique qui n'a rien à voir, qui n'aura rien à voir avec le système héritier des impérialistes occidentaux. Merci de votre attention et nous nous retrouvons dimanche prochain pour une nouvelle synthèse.